La parole est présentement accordée à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation pour sa mercuriale. Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, permettez-moi de saluer votre présence, qui, à cette cérémonie, en dépit de vos lourdes charges, surtout en cette période, notre pays fait face à de nombreux défis de divers ordres sécuritaires, socio-économiques. Votre présence, disais-je, est pour nous une marque d'estime qui nous honore et nous incite à accomplir davantage, avec fidélité, loyauté et détermination, les hautes fonctions nous confient. Elle traduit naturellement votre attachement aux valeurs républicaines que seule la justice, alors la vraie justice, est tenue de protéger en les entourant de toute probité. Excellence, cette rentrée se tient à un moment particulier qui coïncide avec le souvenir que nous avons encore du décès d'un haut magistrat à la personne du procureur général honoraire et émérite, mon prédécesseur à cette fonction, j'ai cité Victor Mumba Mukomo, qui a fait de toute la durée de sa carrière un véritable apostolat pour le triomphe de la justice. C'est aussi pour nous un agréable devoir que nous nous imposons au nom de tous les magistrats du ministère public, au nom de tous les agents de l'ordre judiciaire du parquet, ainsi qu'au nôtre propre, de vous prier, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir recevoir l'expression de nos sentiments patriotiques et de profonde gratitude. Vous n'avez cessé de le dire en des termes clairs que l'indépendance de la magistrature n'était pas négociable. Oui, la justice indépendante à laquelle vous tenez, c'est la liberté, certes, de dire le vrai droit, mais c'est surtout, pensons-nous, le choix de la responsabilité parce que nous avons choisi d'exercer cette profession. Nous devons l'exercer en toute responsabilité. C'est ici pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement à soutenir vos efforts visant l'édification d'un État de droit. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tous en vos titres et qualités, tout protocole observé. Votre assistance à ce jour, à cette cérémonie, témoigne également de l'intérêt que vous portez à l'endroit du pouvoir judiciaire. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, membres de la composition, conformément au prescrit légal, chaque 15 octobre de chaque année, se déroule l'audience solennelle de votre cour. Ce moment solennel marque la reprise officielle des activités de la dite cour et il offre aussi l'occasion de réfléchir sur un thème. Notre thème pour notre mercuriale de ce jour s'intitule « La problématique de la répression de l'enrichissement illicite » en trois positifs congolais, j'ai bien dit. La problématique de l'enrichissement
de la répression de l'enrichissement sans cause illicite en droit positif congolais. De longues années durant, l'humanité déplore un phénomène réel, crucial, et qui revient, appelé la corruption. Notre intérêt, en vous faisant part de cette mercuriale, et se trouve dans l'éveil de l'ensemble de la communauté nationale sur la gravité de la situation que crée l'enrichissement illicite, ainsi que sur la nécessité d'une riposte juridique adéquate et ponctuelle. Dans notre pays, l'enrichissement illicite n'est pas un phénomène rare, bien au contraire, il est dénoncé à longueur des journées par l'opinion publique et se traduit principalement par l'acquisition ou la construction effrénée des immeubles et l'exhibition d'un char automobile de dernier cri. L'enrichissement illicite s'impose aujourd'hui comme l'une des manifestations les plus pernicieuses de la corruption qui gangrène notre société. En cela, il mérite d'être combattu. Notre mercurial comprend 2 chapitres. Je vais aller très rapidement pour la partie de définition ainsi que pour la deuxième partie, nous nous attarderons un peu plus relative à des réformes que nous proposons pour que le législateur s'assume et mette notre pays au diapason de législation moderne. Qu'est-ce l'enrichissement illicite? Comment est-il défini? Plusieurs approches et définitions de l'enrichissement illicite ont été avancées et il y a un point de jonction. L'enrichissement illicite se trouve être compris comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par ses revenus légitimes. Sous réserve de cela, de ce qui vient d'être dit, dans son expression la plus élémentaire, l'acte d'enrichissement illicite peut être globalement défini comme le fait de disposer d'un patrimoine dont le niveau n'est pas justifié par rapport à des revenus légitimes. Parmi les sources légitimes, on peut citer par exemple les salaires, les profits tirés des activités économiques, les profits tirés des activités économiques régulières, les versements des retraites, les héritages légalement établis ou encore divers dons et libéralités effectués dans le respect des règles fiscales et de transparence. Ceci pour rappeler que même un cadeau peut être soumis à un contrôle dès lors qu'il ne respecte pas les règles habituellement admises, fiscales et de transparence. Dans la législation actuelle de notre pays, le code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, définit l'enrichissement illicite comme étant l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. Quel serait alors le caractère distinct de l'enrichissement illicite par rapport aux autres infractions? Nous avons cité corruption, détournement de deniers et concussion. L'enrichissement illicite se distingue par son objet et sa preuve particulière et son caractère autonome par rapport à d'autres infractions. Il repose sur l'accroissement injustifié du patrimoine d'un agent public ou privé que celui-ci ne peut expliquer par ses revenus légitimes, tandis que pour les autres infractions telles que la corruption, le détournement des deniers, ainsi que la concussion, les fondements reposent sur un acte matériel précis. Posons-nous alors la question de savoir d'où l'enrichissement illicite tire ses origines.
l'enrichissement illicite tire ses origines tant des sources internes que des sources internationales. Parlant des sources internationales, au niveau mondial, il existe la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette convention a été adoptée à Maputo en 2003 et a été ratifiée par notre pays la même année, en date du 8 juillet. Il y a aussi le protocole de la SADC contre la corruption, ainsi que la convention de la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, sur la prévention et la lutte contre la corruption. C'est dire que ce soit à l'interne ou sur le plan international, beaucoup de pays réfléchissent, le nôtre y compris, sur le moyen de définir comme il se doit l'enrichissement illicite et surtout sur la répression que mérite ce fléau. Sur le plan interne, il y a la Constitution, il y a le Code pénal, il y a les lois et les règlements, mais tout cela nous amène à ce constat seul: les insuffisances de la répression en droit congolais. En effet, vous aurez constaté qu'il n'existe pas présentement dans les droits congolais une infraction autonome dénommée enrichissement illicite. L'enrichissement illicite est plutôt cité comme un fait constitutif de l'infraction de corruption. Mais l'infraction de corruption, pour qu'elle soit établie, demande le constat d'un élément matériel précis. Voilà pourquoi notre réflexion, parce qu'il faut aller creuser dans la plaie. Il faut aller plus loin, creuser la racine, parce qu'on veut guérir une plaie, il ne faut pas se contenter de soigner la surface, mais il faut aller à l'intérieur. Et cet intérieur, c'est l'enrichissement illicite, qui est une preuve de manifestation, soit d'un détournement de deniers publics, soit de la corruption, soit de la concussion. Et c'est là où nous allons livrer au législateur certaines pistes pouvant lui permettre de légiférer en toute objectivité et de manière impersonnelle. Il est dès lors à se dire, parce qu'il faut aller creuser à la source, que l'éradication de ces fléaux d'enrichissement illicite mérite un dispositif répressif assez costaud. Alors, quelle est la nécessité de renforcer justement les dispositifs répressifs contre l'enrichissement illicite? Pour le renforcer, il est opportun d'ériger l'enrichissement illicite en infraction autonome, ce qui implique une réforme du droit pénal congolais. Comment pourrions-nous justifier que l'enrichissement illicite demeure ou puisse devenir une infraction autonome bien séparée de celle dont nous avons parlé tout à l'heure? Ériger l'enrichissement illicite en infraction autonome permettra de sanctionner toute disproportion injustifiée entre le patrimoine d'un agent public, toute disproportion injustifiée entre le patrimoine d'un agent public ou un particulier et ses revenus légaux, sans devoir démontrer l'acte de corruption, de détournement ou de concussion qui a généré cette richesse. Cela comblera le vide juridique et assurera la conformité de la République démocratique du Congo aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés. Il en découle des avantages ci-après: l'allègement de la charge de la preuve, la dissuasion et la restauration de la confiance publique. S'agissant de l'allègement de la charge de la preuve, contrairement à toutes les infractions où les ministères publics assurent comme organe accusateur de démontrer, d'apporter la preuve des faits qu'il soutient, il sera ici contraire aux dispositions habituellement admises. En effet, il incombera, dans les cas d'enrichissement illicite, à celui qui est accusé, qui est amené devant la barre pour enrichissement illicite, de prouver l'origine licite des biens qu'il a acquis. L'incrimination autonome de l'enrichissement illicite allégera la tâche donc au ministère public ou l'organe de la loi, qui se limitera à établir que l'agent public dispose d'un patrimoine disproportionné à ses revenus légaux, connus, et qu'il n'existe aucune justification apparente
de cette situation. Les droits de la défense devront absolument être protégés en donnant à celui qui est incriminé d'enrichissement illicite les moyens de pouvoir produire, soit au magistrat en phase préjudicielle, soit devant les juges, les preuves de la légalité des moyens qui disposent. L'inversion de la charge, vous l'aurez constaté, des preuves n'est cependant pas absolue. Elle doit être entourée des garanties indispensables, car comme nous l'avons dit si haut, un enrichissement peut avoir une origine licite. C'est là où il est question d'instaurer dans cette infraction un arsenal juridique de prévention et de répression contre la corruption, le détournement ainsi que la concussion. Il s'agit là d'un signal fort, d'un message clair pour dire l'État devra disposer de nouveaux outils dans la lutte contre la corruption. En ciblant directement le résultat de la corruption qui se trouve être l'enrichissement illicite, cette loi simplifiera la preuve, agira comme un puissant outil de dissuasion et par son application restaurera la confiance des citoyens en leurs institutions. L'existence d'une loi contre l'enrichissement illicite et son application devra aider à regagner la confiance et à renforcer le sentiment d'une justice équitable. Quelles sont donc les propositions que nous voulons apporter dans les réformes? Ces propositions qui peuvent être mises à la disposition du législateur pour que l'infraction d'enrichissement illicite figure désormais dans l'arsenal juridique congolais. S'agissant des réformes à mettre en place dans le droit pénal congolais, les réflexions devraient tourner autour de l'élaboration d'une loi relative à la répression d'enrichissement illicite comme infraction autonome, de la spécialisation des magistrats sur la matière, de la mise en place des mécanismes de suivi du patrimoine, ainsi que de la protection la plus large possible des lanceurs d'alerte. Ça fait 4 points. Le premier, l'élaboration d'une loi relative à la répression de l'enrichissement illicite. Naturellement, il existe en droit un principe appelé il est dit nulla poena sine lege, le principe de la légalité des délits et des peines, qui exige qu'aucun acte ne puisse être pénalement sanctionné sans une disposition légale préalable, présentée avec une précision suffisante. Le code pénal actuel mélange la corruption avec l'enrichissement illicite, ce qui n'est pas agréable. De lege ferenda, quant au législateur, devant les difficultés d'établissement de la preuve de la corruption auxquelles se heurtent souvent les ministères publics, ainsi que les cours et tribunaux, il faudrait donc réfléchir dans un vaste débat sur le fait, faute de pouvoir dénicher la corruption, sanctionner son aboutissement, qui est l'enrichissement illicite. Cette infraction pour laquelle il est impérieux d'élaborer une loi spéciale relative à sa répression sera constituée de manière autonome également. Cette loi comprendrait aussi, notamment, un mécanisme plus efficace de recouvrement des avoirs obtenus illégalement, la qualité exacte de leur auteur, le mécanisme de suivi des patrimoines ainsi que la protection des lanceurs d'alerte. Elle devrait aussi déterminer les critères d'appréciation d'un enrichissement illicite. Il s'agira en outre de viser les personnes dans les possibilités d'apporter la preuve de l'origine illicite de leur richesse qui leur permet de mener un train de vie ou de posséder un patrimoine sans rapport avec les revenus dont elles disposent. L'infraction ne pourra-t-elle concerner que les agents publics ou toute personne? Dans une première réflexion, oui. Oui, en disant qu'elle devait d'abord concerner les agents publics et dans une autre mesure, elle devra intéresser tout le monde, même un particulier. À ces propos, le professeur Manassi fait remarquer que la présomption d'enrichissement illicite dans le chef d'un particulier non employé conduira à demander à un commerçant de justifier raisonnablement comment il est devenu millionnaire, comment il est passé de millionnaire à milliardaire, de milliardaire à multimilliardaire.
ce qui peut conduire à une tracasserie policière, voire à des abus de droit de la part des personnes chargées des enquêtes, avec comme conséquence la fuite des capitaux et la détérioration du tissu économique due à la réduction des investissements. Une arnaque qui dégénérerait et entraînerait un climat malsain des affaires, ce qui est tout à fait correct. Les arnaques policières ou judiciaires. Voilà pourquoi le législateur est invité à canaliser les éléments qui constitueraient cette infraction autonome que nous appellerons l'infraction d'enrichissement illicite. Devant ces deux hypothèses, il appartiendra au législateur de lever l'option. Par ailleurs, l'enrichissement illicite étant la cause, la manifestation et la conséquence des infractions de corruption ou de détournement de les peines complémentaires appliquées à la corruption et au détournement, principalement, à savoir l'exclusion de la fonction publique, l'interdiction au mandat public et la privation à la condamnation ou à la libération conditionnelle devraient aussi être prévues pour les cas d'un condamné pour enrichissement illicite. Nous avions tout à l'heure parlé, compte tenu de la technicité de la cause, qu'il fallait des magistrats spécialisés dans le domaine. En effet, il y a des transactions qui se font au nom de l'État. Il y a l'attribution des marchés publics par des soumissions irrégulières ou à des conditions anormales. Il y a la vente de biens de l'État, la liquidation des sociétés d'économie mixte, des entreprises et des établissements publics, les opérations de la chaîne de dépenses publiques, qui donnent souvent lieu à des actes d'enrichissement illicite. Mais si les magistrats ne disposent pas des bagages suffisants pour pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de la procédure, voilà pourquoi nous tenons à ce que pour ces genres d'infractions, qu'un corps de magistrats spécialisé puisse être mis sur place. C'est pour nous aussi l'occasion de soutenir la venue des parquets financiers. Il suffira de donner les contours pour donner à ces parquets toute la puissance qu'ils devraient avoir. Mais il s'agira de mettre en leur sein des magistrats spécialisés qui auront eu des connaissances suffisantes pour pouvoir aller à la recherche et à l'aboutissement des éléments constitutifs de l'infraction d'enrichissement illicite. C'est ainsi que Maître Mbaye rappelle que l'enrichissement illicite étant par essence un délit financier, le droit pénal ne peut le traiter en ignorant les règles de la finance, de la fiscalité, de la fiducie, de la comptabilité, des techniques bancaires, car l'appréciation de cette infraction requiert, de la part des praticiens du droit, des connaissances solides dans les matières de droit précitées, évidemment aussi l'assistance des professionnels dans les autres matières détachées du droit pur. Nous avons parlé tout à l'heure des lanceurs d'alerte, qui sont des dénonciateurs. À longueur de journée, ai-je dit au début, on ne cesse de crier ces immeubles qui naissent, ces véhicules grand luxe qui circulent dans la ville, et les gens se demandent si ces acquisitions ont une origine licite. Et nous avons bien dit qu'il existe bien des sources licites que nous avons citées tout au début. Mais il faut qu'il y ait l'existence des moyens fiables de détection qui est un préalable à la sanction de l'enrichissement sans cause. Et c'est là où se trouve tout le problème. Pour ne pas réciter Manassi, qui a parlé d'arnaque qui pourrait subvenir à l'occasion de la dénonciation. Voilà pourquoi nous avons suggéré que le lanceur d'alerte, que les dénonciateurs puissent bénéficier d'une protection. Et là, il s'agira des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte de bonne foi. Et nous les connaissons à longueur de journée, ils sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui, juste pour saluer une réputation, s'évertuent à écrire n'importe quoi. Ici, nous parlons bien des lanceurs d'alerte de bonne foi. La lutte contre l'enrichissement illicite ne peut se limiter au dispositif de contrôle formel. Elle suppose également l'existence d'un environnement favorable à la dénonciation des faits d'enrichissement illicite. Or, le silence des témoins et des agents publics s'explique souvent par la crainte des représailles administratives
judiciaire et physique en l'absence d'un cadre légal plus protecteur. Déjà, dans notre législation, l'article 149 du Code pénal dispose qu'aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être engagée contre un témoin, un expert ou une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre des actes de trafic d'influence ou de corruption devant l'autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire ou devant la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorables Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, parce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tant il est vrai qu'il vaut mieux obéir aux lois qu'aux hommes. L'amour de la justice n'est, en la plupart des hommes, que la crainte de souffrir l'injustice, a dit François de la Rochefoucauld. Il n'existe donc, disais-je, à ce jour dans notre législation, aucune infraction autonome dénommée enrichissement illicite. De même, il n'existe pas de définition universellement admise de l'enrichissement illicite, mais tout au moins, toutes les définitions convergent en ce qu'il y a une inadéquation entre les patrimoines qu'on a ainsi que les moyens pour construire ce patrimoine. Dans la perspective de doter le pays d'une riposte juridique et judiciaire à la hauteur des dégâts socio-économiques que cause le phénomène sous examen, nous avons préconisé l'élaboration d'une loi particulière de lutte contre l'enrichissement illicite, comme il en existe déjà, du reste, dans certains pays. Platon n'a-t-il pas dit que la justice de l'intelligence et la sagesse, le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur mesure. Ainsi, la répression efficace de l'enrichissement illicite demeure un levier incontournable de la lutte pour l'assainissement de mœurs. Nous restons convaincus qu'avec la détermination et la foi dans le relèvement du défi de la riposte contre les antivaleurs, et aussi, parce que nous y croyons, avec la bénédiction de la protection du Très-Haut, la République démocratique du Congo, notre pays, y parviendra. Que ce même Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président, aussi pour le président de la République. Nous requérons qu'il plaise à la Cour de cassation de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Nous vous remercions. La puissance publique pouvait être directement dirigée contre la personne publique s'il s'agissait d'une faute de service ou contre la personne de l'agent sans que la responsabilité de la personne publique ne puisse être retenue s'il s'agissait d'un acte détachable de la fonction publique. Ainsi, quelques raisons peuvent valablement justifier la suppression de la procédure de prise à partie. Première raison, la faute du magistrat qui est rattachable au service public de la justice devrait entraîner la responsabilité directe de l'État congolais. En effet, comment concevoir et admettre une faute personnelle du magistrat qui ne soit pas professionnelle lorsque celui-ci pose des actes qui relèvent de ses fonctions et qui sont des actes de service public, mais mal accomplis par ce dernier? Ne s'agit-il pas d'une faute du magistrat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice? Il importe de relever que c'est l'État lui-même, puissance publique par excellence, qui, par le biais des secours et tribunaux, distribue la justice à ceux qui en ont besoin, surtout qu'au terme de l'article 149 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Autant les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. Il devient dès lors difficile de dissocier les cours et tribunaux
ainsi que les animateurs, que sont les magistrats, de l'État lui-même. La justice qui est rendue étant justement celle de l'État et non celle des magistrats pris individuellement. Le pouvoir exercé par ces derniers étant un pouvoir étatique. L'État congolais peut-il encore manifester sa solidarité des responsabilités avec les magistrats, sinon qu'avec lui-même, lui qui est le véritable distributeur de sa propre justice? Il doit donc en être seul responsable, le magistrat ne demeurant que son bras séculier pour rendre justice, que donc un simple organe du même corps et qui ne peut être séparé de celui-ci. Code non. Et par simple métaphore, si l'État serait lui-même le bras, ses magistrats seraient alors ses doigts. Et les deux appartenant à un même organe, de sorte que le bras ne peut pas se plaindre du tort causé par ses propres doigts. Dans ces conditions, l'État devrait seul assumer sa responsabilité. Lui qui a la charge de recruter les magistrats, de les former, de les conscientiser, de les moraliser, de les rémunérer. Que l'État agisse d'autorité ou par convention, qu'il agisse par les personnes désignées par la loi ou par leurs délégués, il ne peut agir qu'en tant que personne publique et pour le bien commun. La faute de service de la personne physique par laquelle il agit, engageant sa responsabilité directe. Il serait donc indiqué de recommander au législateur congolais l'adoption d'une loi consacrant la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux du service de la justice. Deuxième raison, la prise à partie s'avère être un véritable handicap. Une procédure d'obstruction aux décisions judiciaires rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA, en sigle, voire même une voie détournée aux fins de faire annuler les décisions judiciaires et autres actes des magistrats, alors que la prise à partie avait été instituée non comme une voie de recours, mais plutôt comme une procédure spéciale que la doctrine a tendance à présenter, malheureusement, parmi les voies de recours extraordinaires. En effet, un arrêt met fin définitivement à un litige dont le recours en cassation est rejeté par la CCJA. La partie qui en est bénéficiaire croit que le procès est terminé. Malheureusement, la partie gagnante voit par la suite la même décision judiciaire contre laquelle le recours en cassation a été rejeté par la CCJA être annulé par un arrêt rendu sur prise à partie par la Cour de cassation de notre pays, État partie. Il s'est fait cependant, et malheureusement, que contre un tel arrêt rendu en prise à partie, aucun recours ne relève de la compétence de la CCJA, tel que décidé par cette Cour dans son arrêt numéro 158/2010-16 du 27 octobre 2016 dans la cause ayant opposé M. Anissi Moussa Nasser contre la société China Railway, la société minière Kalumbwe et la République démocratique du Congo, et dont le recours visé était l'arrêt RPP 10-17 du 5 juin 2015. Cette procédure de prise à partie rend donc inutile le recours en cassation devant la CCJA tel que conçu par le législateur communautaire. Quant à l'iniquité éventuelle d'une décision judiciaire, celle-ci peut être corrigée par d'autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires, car, et en réalité, il faut voir dans la prise à partie un substitut introduit par le droit coutumier pour le duel judiciaire auquel la partie bernée pouvait provoquer son juge, suivant les coutumes germaniques. La prise à partie peut donc cacher une frustration d'une partie, une simple provocation, voire même une rancune nourrie
par un justiciable irascible contre un magistrat, et ce, par abus de pouvoir de procédure. Que dire aussi de la colère de la partie adverse, bénéficiaire de la décision annulée sur prise à partie et qui n'a pas été appelée à l'instance? La prise à partie ne porte-t-elle pas atteinte aux intérêts de la partie adverse qui, sans avoir été appelée au procès en prise à partie, voit la décision entreprise anéantie alors que celle-ci a fait naître des droits dans son chef? L'intervention volontaire en instance de prise à partie des magistrats n'étant pas organisée en droit congolais. Ainsi, l'iniquité d'une décision pourra être corrigée par le biais du pourvoi en cassation du procureur général près la Cour de cassation, introduit dans l'intérêt de la loi ou sur injonction du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. Ces deux mécanismes de recours judiciaire pourront suffire à garantir toute correction de l'iniquité d'une décision et à la faire effacer des annales judiciaires de notre pays. Troisième raison, l'indemnisation par l'allocation des dommages et intérêts ne vise-t-elle pas en réalité les trésors publics pour supporter le poids de la condamnation? Pouvons-nous imaginer un seul instant que le législateur congolais ait pu viser la poche du magistrat au risque de tout lui déposséder? En effet, les trésors publics est non seulement la caisse la plus solvable, qui constitue aussi la garantie financière dans le temps, même pour les ayants droit du requérant bénéficiaire de dommages et intérêts en cas de décès de celui-ci. Et d'ailleurs, la partie qui a gagné le procès voit plus le trésor public plutôt que la poche du magistrat, s'agissant d'une obligation in solidum, car le juge et l'État sont chacun tenus pour le tout. Ainsi, la partie qui a gagné le procès peut s'adresser directement au trésor public pour obtenir paiement. Dès lors, une loi consacrant une telle responsabilité serait la bienvenue, car la justice rendue est celle de l'État, peu importe la personne physique qui la distribue en son nom, s'agissant d'une mission régalienne de souveraineté. Que dire alors d'une éventuelle action récursoire que pourrait espérer l'État congolais? Je la juge peu efficace, surtout que l'État est financièrement plus fort que son agent, outre le fait que le législateur congolais a lui-même créé et entretenu sur ce point un manque criant d'harmonie des textes de loi. Dans la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement son article 63, le législateur congolais ne prévoit aucune possibilité d'action récursoire au profit de l'État contre le magistrat condamné. Par contre, dans la loi organique du 15 octobre 2016 des juridictions de l'ordre administratif, spécialement son article 394, le même législateur prévoit la possibilité d'une action récursoire au profit de l'État contre le magistrat condamné. Comment un même législateur peut-il prévoir dans une loi la possibilité d'une action récursoire et dans une autre loi l'absence d'une telle action pour les magistrats d'un seul et même pays? Avant de légiférer, n'est-il pas utile d'avoir une vue d'ensemble de tous les textes de loi sur une matière donnée, afin d'éviter parfois la contradiction, les incohérences, le manque d'harmonie, voire même un simple télescopage de textes de loi? Dans ces conditions, mieux vaut supprimer ce genre de procédure afin d'éviter de consacrer inutilement une injustice. Quatrième et dernière raison. Le seul régime qui convient le mieux aux magistrats est le régime disciplinaire. En effet, tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats et que le pouvoir disciplinaire est exercé par la Chambre nationale et les chambres provinciales de discipline. Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce régime disciplinaire est en parfaite harmonie avec le code de conduite de l'agent public porté par le décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002, qui ne privilégie que la seule voie d'action disciplinaire pour tous les agents publics, y compris les magistrats. La prise à partie devient donc anachronique dans la mesure où le code de conduite de l'agent public, qui a pour finalité la moralisation de la gestion de la chose publique, ne retient que la seule sanction disciplinaire pour tout agent public qui enfreint ses devoirs professionnels conformément aux dispositions des statuts auxquels il est soumis. Dans ces conditions, le souci d'un traitement équitable de tous les agents publics par rapport à la seule action disciplinaire devrait donc prévaloir. Ainsi, je suis d'avis qu'il suffira à l'État congolais, pour garantir la bonne moralité de ceux qui sont appelés à dire le droit, de penser notamment à installer une école de la magistrature qui soit fonctionnelle en vue de véhiculer les obligations déontologiques au nombre desquelles le sens de l'honneur, de la dignité et de l'impartialité, au lieu de sombrer dans des séminaires et des ateliers interminables et épuisants de renforcement des capacités. En conclusion, le monde moderne du XXe siècle, qui est le nôtre, nous pousse à envisager une véritable révolution en appliquant, en adaptant la science juridique aux réalités nouvelles, car souvent le droit demeure rigide et les législateurs évitent de passer par rapport aux mutations que connaît notre société. Mutations qui appellent sans cesse des modifications dans la législation pour que le droit continue à s'adapter aux transformations multiples qui affectent tous les domaines de la vie de la nation. Il faut donc aux législateurs congolais plus d'audace afin d'aller plus loin en modernisant la règle de droit, voire dans une mission presque pastorale en adaptant la règle de droit aux besoins sociaux de notre pays. En tout état de cause, n'oublions jamais que selon la Sainte Bible, dans Romains 13, 4, 6, version Louis II de 1910, le magistrat est aussi un serviteur et un ministre des dieux. En ces deux qualités, il peut valablement mériter non seulement la protection divine, mais également celle du législateur congolais par la suppression de la procédure des prises à partie dans le but de garantir un subtil équilibre entre la protection à concéder aux plaideurs contre la prévarication de magistrats et la protection à accorder à ces derniers contre la passion et le ressentiment des plaideurs. Par ces considérations, je plaide pour la suppression de la procédure spéciale de prise à partie en droit judiciaire congolais, ainsi que pour la reprise des travaux par votre cour. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtonnier national, pour votre allocution qui donne matière à réflexion.